Je m'appelle Célia Lena, j'ai 17 ans et je suis en terminale, voilà, et j'habite au Havre. Pourquoi tu me regardes comme ça déjà? Ok. Je m'appelle Guillaume Lebert-Obispo, j'ai 19 ans, j'habite au Havre. Je fais pas d'études en ce moment, enfin, du moins j'ai arrêté pour trouver ma voie ailleurs. Je n'ai pas tellement d'idées pour le moment, mais on verra bien. Je me laisse beaucoup porter. Terry Dara, 21 ans, né le 5 avril 2002. Voilà. Enfin, ouais. Je joue le rôle de celui qu'on a appelé le blond. Euh, alors, C'est particulier de jouer un peu le méchant du film. Quand on sait que cette personne-là, elle a existé et que ces personnes-là existent toujours, donc ça se passe en 63, mais on sait qu'en 2023, 2024, ces gens-là, ils existent toujours. C'est aussi montrer un reflet de de ce qu'était la société, de ce qu'est encore la société, avec des individus qui agissent toujours de la même façon. Alors moi, je joue un rôle annexe dans le film. Il n'est pas directement tiré du film, il est tiré d'un autre, Chronique d'un été. Et c'est le rôle c'est le mélange de plusieurs rôles, mais en gros, c'est un ouvrier qui travaille dans une usine et qui relate sa vie en usine, l'usure, les revendications qu'il a. On m'avait demandé de tousser, c'est fait. J'ai 23 ans, j'habite actuellement à Rouen et je travaille à Paris comme réceptionniste de nuit et en parallèle je suis aussi étudiante au Conservatoire du Havre. Donc voilà, ensuite j'ai 2 frères du côté de ma mère et 4 du côté de mon père et une sœur. Alors je vis avec ma maman depuis mes 6 ans parce que mon papa il est décédé d'un cancer. Donc j'ai des souvenirs de lui, tout allait bien, c'était un papa très aimant. Et ma maman, ça se passe très bien. On a toujours du coup navigué toutes les deux. On n'avait pas forcément une relation mère-fille, de la mère qui protège l'enfant, c'était plus une relation... Je compare souvent ça à un couple, dans le sens où ma mère et moi, on a toujours été toutes les deux ensemble. On a toujours vécu toutes les deux. Et quand elle avait par exemple des problèmes au travail, c'était à moi qu'elle pouvait en parler parce que c'était moi qu'elle voyait tous les jours. Quand elle se sentait pas bien, quand elle avait des soucis, c'est à moi qu'elle en parlait. Et puis inversement aussi, elle avait quand même ce rôle de maman. Donc on a cette relation assez fusionnelle. On est connectés, genre on peut parler, moi je peux parler juste en disant des trucs, genre je fais des phrases entières de trucs, oui tu vois ce truc là et tout ça, et elle comprend ce que je raconte et c'est pareil pour moi, quand elle fait des phrases qui n'ont aucun sens. Donc on peut se parler en référence, on peut... Ouais, je me sens très proche de ma mère et avec mon père c'est un peu plus compliqué parce que mon père j'ai pas vraiment beaucoup vu quand j'étais petit en fait. Il était au travail, et donc quand il rentrait, il me lisait peut-être une BD, mais c'était tout. Et après, j'allais à l'école le lendemain, donc je le voyais pas trop. Et j'ai toujours une image de mon père, en fait, il est là, mais il fait pas grand-chose, quoi. Il rentre, il a l'air fatigué, il se pose, il regarde la télé, ou il se met devant son ordi, et c'est tout. Et, et aussi les disputes avec ma mère, et donc ça c'est mes souvenirs en fait. Le souvenir du couple de mes parents c'est ma mère et mon père qui se gueulent dessus. J'arrive à prendre soin d'eux, j'essaye de prendre soin d'eux, comme ils ont pris soin de moi quand j'étais plus jeune. Pas dans un truc d'égalité, mais plus de... Je sais pas, je les aime beaucoup, quoi. Après, avec mon père, c'est un peu plus compliqué parce que justement, je l'ai connu très tard et je l'ai connu à une période où moi, j'étais résignée à me dire que j'avais pas de père. En tout cas, que j'avais grandi sans père. Donc moi, j'étais un peu résignée.
Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et moi, personnellement, j'ai essayé d'avoir une relation avec, mais c'est un peu compliqué. Donc, on s'entend bien, mais voilà, j'ai pas la relation de papa-maman, une famille unie, c'est l'amour fou, enfin voilà. Et il s'est jamais vraiment occupé de moi, en fait. C'est pas lui qui m'a élevé, quoi. Donc, les moments où je me sens le plus proche de mon père, c'est quand on fait une activité. C'est quand on fait de la peinture, ou on fait du bateau, ou on doit réparer un truc, ou je sais pas. Donc, c'est vraiment là où je me sens le plus proche de mon père. Sinon, on ne peut pas avoir vraiment de conversation, en fait. Parce qu'il est assez... En fait, on ne se comprend pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de sens d'avoir une conversation avec lui, quoi. J'ai regretté peut-être un peu d'avoir développé cette relation avec elle aussi jeune, parce que je suis un peu passée à côté de... Je pense que le décès de mon père y est pour beaucoup, mais je suis un peu passée à côté d'une certaine innocence. J'ai été vite hyper mature, confrontée à des discussions d'adultes. Et en grandissant, je lui en ai peut-être un petit peu voulu de... J'ai pas d'autres mots, mais de s'être autant reposée sur moi. Et maintenant, je pense que je peux dire que je suis une adulte à 19 ans. Je vis toujours avec elle, même si je pense que dans quelques années, je devrais m'en aller. Même si je ne suis pas tout de suite prête, parce que quelque part, ma mère, elle a toujours articulé sa vie autour de moi, même si elle a toujours beaucoup travaillé. Et je pense que si je devais partir trop vite, ça lui ferait trop de mal et elle n'arriverait pas à vivre sans moi. Et je pense que je ne suis pas prête non plus à vivre sans elle. En fait, c'est l'insouciance. C'est plus ça qui m'a manqué pendant le lycée. C'est vraiment moi, j'avais l'impression que j'avais déjà 30 ans dans ma tête. Et donc, et voilà, c'est plus ce truc-là d'insouciance que j'ai pas eu en fait. Et qui m'a manqué. Ça va aller pour le mieux. Maman, je sais que tu vois ça. Je regarde devant la caméra du coup, je te parle. Maman, ce que je pense de ma mère, elle est formidable. Voilà. Grâce à elle, je vis. Attends, elle doit être fière d'elle, quoi. Si je vous montre des photos de moi d'avant et de maintenant, vous allez dire, c'est pas terrible. Bon, elle a toujours la même tête, mais c'est pas terrible. La terrible, là, c'est terrible, mais en Hulk, tu vois. Je mange bien, je dors bien, je me réveille bien, et c'est grâce à elle. Et j'ai envie de lui redonner cette chance qu'elle m'avait redonnée, mais je ne sais pas comment en fait. Ma mère, elle est formidable. Voilà. Si elle ne serait pas là, je serais mort. Si elle ne serait pas là, je serais mort de faim en fait. Je ne serais pas en vie. Et j'ai envie maman, je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Je t'aime, et c'est la seule fois que je vais le dire parce que je ne le dis jamais. Voilà. Je t'aime et je veux du bien pour toi, je veux du bien pour nous. Si tu sais à quel point je rêve tous les jours de mes objectifs et de pouvoir un jour te mettre bien, tu ne peux même pas imaginer. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, j'ai tellement de choses à dire, maman, que tu ne te rends même pas compte. Mais maman, je t'aime. Je sais pas, je serais devenu quoi si tu nous avais abandonnés. Je sais pas. Et je te remercie énormément d'être resté et de mettre toute ta force et toute ton intelligence sur nous. Voilà. Et d'y croire aussi, parce que c'est grâce à toi que j'ai confiance en moi aujourd'hui. Personne d'autre que toi. Et c'est tout. Je vis donc chez ma maman dans un HLM à l'entrée du Havre, vers le stade Océane. Je vis bien.
La vie en HLM, c'est pas non plus génial. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de problèmes dans l'appartement. Mais on s'en sort. C'est déjà mieux qu'avant. Avant, je vivais à Montivier. C'est donc toujours dans un HLM. Peut-être que l'appartement était mieux, mais c'était très loin. Donc faire les trajets, c'était redondant. Donc maintenant, c'est mieux. Je suis un peu plus proche de la ville. Mais c'est vrai que le dimanche matin, réveillé par les enfants du dessus, c'est pas... Mais bon, il y a pire comme problème. Chez ma mère, j'ai une très grande chambre. À base, c'est une salle, en fait. Juste que moi, je l'ai récupérée en tant que chambre. Le jour où on a déménagé, j'ai choisi d'avoir la grande pièce, alors que de base, je devais avoir une toute petite pièce. Mais je trouve qu'elle fait un peu flipper ma chambre, parce que, en tout cas, chez ma mère, c'est que des murs blancs. Et en plus, les murs sont très très hauts. Ils font genre 2-3 mètres de haut. Alors que normalement, en fait, j'habite dans un grand appartement avec des grands murs, tout simplement. Au plafond, il y a des beaux murs au plafond. Et elle est remplie par mon lit. J'ai une armoire, j'ai un bureau sur lequel je ne vais pas beaucoup. J'ai une grande fenêtre avec un balcon. Ça, c'est assez pratique pour prendre l'air l'été, ou même pour se poser le soir, c'est assez agréable. J'ai mon lit avec une grande table. Et depuis quelques temps maintenant, la PlayStation qui trône sur la table. Donc c'est assez pratique avec la télé pour jouer ou pour regarder des films. Alors déjà, ma chambre, elle est un peu dans le sous-sol parce que on est une grande famille. Et quand on a acheté notre maison, il n'y avait que 3 pièces qui servaient un peu pour une chambre. Et j'ai changé de chambre il y a quelques années. Et à l'avant, c'était la chambre de mon grand frère. Du coup, je suis un peu dans le sous-sol. C'est bien parce que c'est calme et je peux faire un peu ce que je veux quand... Par exemple, si j'ai envie de dormir à 1h du matin, je fais un peu ce que je veux. Il y a beaucoup de posters au mur, d'affiches, de cartes postales, de prospectus et tout. Enfin, je pense que j'ai un peu l'angoisse du mur vide, quoi. Donc je bourde d'images et de couleurs et de trucs. Il y a des lampes, il y a un buste de mannequin. Donc c'est... Bon, avant je l'habillais, maintenant je l'habille plus, parce que finalement les habits que j'ai, je les mets. Je suis un gros flemmard, et donc quand je dois ranger ma chambre, j'ai toujours utilisé la technique de pousser sur les côtés. Du coup, au fur et à mesure, quand tu pousses sur les côtés pendant des années et des années, bah à la fin, il y a plus grand-chose de place. C'est une chambre qui me ressemble. Il y a des posters un peu partout. Mon mur est vert, donc vert c'est ma couleur préférée, du coup on pourrait dire que ça me ressemble aussi. J'ai des posters d'animé aussi, parce que je suis une fille qui aime beaucoup ça. Enfin, surtout de manga, mais il faut que je m'y mette un peu. En fait, il y a beaucoup de choses, mais elle est assez petite. Donc, c'est très tassé. Mais en même temps, ça fait un petit cocon. Donc, je l'aime bien. Enfin, maintenant, je l'aime bien. Et puis, en même temps, c'est une chambre... voilà, dans 4 mois, j'y serai plus. Donc, elle fait le temps qu'elle fait. De ma fenêtre, j'ai vu j'habite à Montgaillard et au rez-de-chaussée, donc j'ai vu sur Auchan, sur la route un peu aussi. Parfois c'est pratique, parfois c'est pas trop pratique. Enfin, pratique, c'est pas vraiment pratique, mais non, en fait, la plupart du temps c'est un peu chiant parce qu'en plus j'habite pas loin du Basic Fit, donc comme j'habite au rez-de-chaussée, je vois des gens passer. Enfin, de ma fenêtre, je peux voir les gens passer, ils peuvent me voir en train de leur voir passer. Du coup, parfois ça être un peu... Ça fait des situations très gênantes, mais sinon j'ai vu sur Auchan. En été, le soir c'est très beau parce que le parking il est vide et souvent il y a le coucher de soleil, du coup ça peut vraiment faire... Non, c'est beau, moi je prends beaucoup de photos de tout ça, mais... Oui, c'est ça, j'ai vu sur Auchan, sur le parking, sur la route et sur le Basic Fit. C'est pas la vue la plus intéressante, mais... J'ai pas l'habitude
de parler aussi longtemps normalement. Très tôt, j'ai été, et je l'étais déjà, je pense, en fait, ça doit venir de la primaire même. J'ai toujours été le garçon un peu populaire, que tout le monde aimait bien, qui avait plein d'amis, garçons comme filles. Arrivé au collège, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Instagram, Snapchat. Sur Instagram, je me rappelle qu'il y avait il y avait une vraie obsession à connaître les gens et être reconnu. Et c'est beaucoup passé par là, dans le sens où, par exemple, sur Instagram, quand je postais une photo, même si bon, c'est des photos que je revois maintenant, je me dis pourquoi j'ai posté ça, tu vois. Mais dans le sens où, par exemple, les likes, les partages, les commentaires, c'était beaucoup important. Je me rappelle que c'était une époque où tout le monde repostait les photos de tout le monde en story, alors que maintenant, on s'en fout totalement. Mais c'était un peu la course aux likes, la course aux abonnés. Alors, je n'étais pas non plus... je ne m'exposais pas à fond non plus, mais j'ai beaucoup apprécié ce truc-là d'être reconnu et de connaître les gens. Il y a des choses de l'adolescence que tout le monde fait à l'adolescence que moi, j'ai pas fait, par exemple, parce que j'avais d'autres responsabilités qui étaient au-dessus de moi. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Après, il y a eu voilà, les amourettes aussi. Voilà, j'ai subi un peu, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que j'ai pas eu la pire des adolescences, mais si c'était à refaire, je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais fait. J'aurais profité beaucoup plus. Mais comme j'ai dit, ça va. Genre, je suis très jeune encore, donc j'ai le temps de me rattraper. C'était très dangereux pour moi, mais d'un côté, c'était magnifique. Ça, limite, j'ai envie de revenir en arrière, parce que t'as pas d'argent, t'as rien, mais t'es quand même bien, quoi. Bah, c'était pas ouf. Je sais pas. En fait, je sais pas si je suis toujours dans l'adolescence ou pas. En fait, j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi précisément l'adolescence. Parce que moi, en vrai, je me sens assez enfant, en fait, encore. Genre, je suis conscient que j'ai encore des trucs d'enfant qui sont en moi. Des fois, ça m'énerve, mais des fois, je me dis, bon, bah, c'est comme ça, quoi, je sais pas. Ça a été un long moment où j'ai eu un peu... Enfin, j'ai eu un peu une perte de confiance en moi. Et J'ai beaucoup fumé de cannabis. Et malheureusement, c'est arrivé dans une période où c'était une grosse construction de moi-même. Par rapport à ça, je sais que j'étais peut-être un peu plus distant par rapport au monde qui m'entourait, je pense, parce que quand tu découvres ça, quand tu découvres ces substances, tu découvres ta bulle. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est désagréable, mais quand on sort, tu redécouvres un monde pas pareil. Moi, par rapport à ça, je sais que moi, j'estime pas forcément avoir fini mon adolescence. Enfin, j'ai que 19 ans, donc ça va, je deviens un jeune adulte. Mais forcément, il y a les séquelles de ce moment-là où, par exemple, moi, par rapport à ça, toute ma vie, j'ai jamais été stressé. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été paniqué, j'ai jamais fait de crise d'angoisse avant mes 17-18 ans. Et là, depuis 1 an et demi, en fait, toutes les périodes où je sais que j'ai arrêté de consommer, de fumer, maintenant, je suis devenu un stressé de la vie, c'est terrible. Et en plus, moi, j'ai un stress qui est horrible. Alors, je me suis renseigné, peut-être que j'allais voir un psy pour ça, je sais pas. Je pense que le truc le plus marquant pour définir l'adolescence, c'est le collège, quoi. Parce que le collège, c'est plein de jeunes qui comprennent pas ce qui se passe, qui se retrouvent ensemble. Et c'est les moments où ça peut le plus facilement exploser, quoi. Donc, C'était pas ce que j'en attendais. Je pense que j'en attendais beaucoup de choses. Je pense que j'ai beaucoup fantasmé mon adolescence quand j'étais enfant. Peut-être parce que j'avais lu des choses qui m'avaient donné des images fausses. Enfin, je sais pas, j'étais très dans la projection de ce qui devait se passer pour que ce soit grandiose et
tragique et qui avait beaucoup d'amour dramatique, très romantique, quoi, je pense, très dans la projection de ce que ça doit être, etc. Et que j'avais un schéma dans la tête, des images que je voulais absolument vivre. Je sais pas, comme si j'avais une carte postale de l'adolescence que on m'avait envoyée et que j'étais en mode ah, j'ai hâte d'aller dans cet endroit-là parce que ça a vraiment l'air épique. Et en fait, mon adolescence, elle a pas été, elle a été assez douloureuse. De base, on était sortis pour... Je sais pas si je devrais le dire. Je pense que je vais changer de truc parce que je pense pas que je devrais le dire. J'essaie d'en trouver un autre. J'ai jamais vraiment eu de règles. Donc, bizarrement, j'aurais pu faire plein de bêtises et en fait, j'étais assez calme. On nous a proposé genre des verres. Et enfin, pas beaucoup de verres, enfin un verre. Mais du coup, comme je suis pas une personne qui boit tout le temps, enfin, je bois pas du tout en fait. On m'a proposé un verre et en fait, je n'ai pas bu tout le verre, mais ça a fini mal vu que du coup, de base, je bois pas d'alcool. Du coup, ma cousine et moi, on a goûté un peu, on pourrait dire. Et on n'a pas vu le temps passer, on est resté avec eux. À un moment, mes potes sont rentrés. Et en fait, on se rend compte, du coup, comme c'est Nouvel An, les transports ne circulent plus. Normalement, on devait rentrer chez nous avec le bus. Et le bus, le service était terminé. Ça veut dire du coup qu'on était coincés à la plage. Je ne sais pas comment j'ai fait pour perdre mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Du coup, je n'ai pas pu appeler ma mère et lui dire où on était. C'est trop la honte. C'est trop la honte. C'est pas fun. Jusqu'à présent, je suis encore punie. Voilà, je tiens à le dire. Ça fait presque 4 mois. Ça fait presque 4 mois que je suis punie. Et voilà, j'aime pas parler des choses comme ça. Et voilà. C'est ma plus grosse bêtise cette année. Et parfois on me dit mais avant on te voyait tout le temps sortir et tout, pourquoi tu sors plus? Je dis comme ça, j'ai changé, mais non, c'est parce que je suis punie. Et voilà. On pourrait dire que c'est ça. Ça reste entre nous. Hein. Voilà. Mais un autre moment de mon adolescence qui a pu être un peu compliqué aussi, c'est le rapport au corps. Et ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment universel. On a le corps qui change. Comme si, par exemple, j'ai été mature très très tôt mentalement, mais aussi physiquement. Dans mon groupe de copines, par exemple, j'étais la première à avoir mes règles en CM1. Et ça, je me souviens que ça m'avait... En fait, ça m'avait horrifiée parce que je savais ce que c'était, mais pour moi, ça arrivait beaucoup plus tard. Et je trouvais ça un peu violent et ça me dégoûtait à l'époque. Enfin, en grandissant, je me rends compte que c'est juste naturel, c'est normal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose... Et je ne pouvais pas forcément en parler avec mes copines, parce qu'elles, même si on avait qui pouvaient avoir la maturité de comprendre, et c'était rare, elles ne le vivaient pas, d'autant plus que moi, j'ai eu des règles hyper douloureuses qui vraiment m'ont fait très très mal. Tout le collège, à chaque fois que je les avais, je pouvais rater 1 ou 2 jours à cause de la douleur. En grandissant, ça va mieux. Mais il y a eu ce premier facteur, toujours pour te dire quand même que quelque part, tu es toujours trop en avance et tu ne seras jamais vraiment en accord avec ce qu'il y a autour de toi. J'ai une maladie, ça s'appelle l'endométriose et tout, et ça peut être assez douloureux. Quand on a un anorexie, ça peut être douloureux. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et en fait, je devais aller au travail. Donc c'était peut-être 1h30 avant de prendre le train. Et là, j'ai eu vraiment des grosses douleurs. Et c'était au point où, en fait, j'ai dû m'allonger au sol, le sol de ma salle de bain, parce qu'en fait, si je tenais debout, j'allais m'évanouir. Et du coup, je me suis mise au sol et pendant 30 minutes, c'était des douleurs en continu. Et en fait, au bout d'un moment, je voulais appeler les urgences parce que je me suis dit là,
Enfin, vraiment, à ce moment-là, je pensais que j'allais mourir. Vraiment, vraiment, je le dis premier degré. C'était un truc qui m'était jamais arrivé et je me suis dit, ça se trouve, là, je vais mourir. Et mon téléphone, il était super loin, donc je pouvais même pas ramper, attraper mon téléphone. Et là, je me suis sentie très seule. Je me suis dit, putain, mais là, si je meurs, en fait, il n'y a personne qui va savoir avant une semaine. Parce que s'il y avait eu quelqu'un avec moi, la personne, elle aurait pu m'aider ou appeler quelqu'un. Mais là, j'étais vraiment seule. J'ai toujours eu, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été un peu, j'ai pas d'autres termes, mais l'IMC, moi, il a toujours été plus haut que la normale, comme ça devrait être dit ou accepté. J'ai toujours eu des bonnes cuisses, j'ai toujours eu un ventre, j'ai toujours eu des gros bras. Et avant, je m'en rendais pas forcément compte, jusqu'au fin primaire, collège, où ça a été un peu plus compliqué. Et sans être forcément dégoûtée, en fait, ça me mettait juste pas à l'aise dans mon corps, d'être avec mon corps, comment me tenir, J'étais tout le temps voûtée sur moi-même, parce que aussi j'ai eu de la poitrine très très tôt, et j'étais pas forcément à l'aise avec ça, donc j'étais toujours voûtée sur moi-même, sans même avoir une grosse poitrine. Comment dire? Je sais qu'aussi pendant un petit moment, j'ai eu un peu un problème un peu avec le poids. Et je pensais qu'il fallait que je sois vraiment très très fine et que je maigrisse, etc. Alors que maintenant ça, tout va bien. Mais ouais, en fait, comme j'ai pas vraiment confiance en moi, du coup ça se répercute sur comment je vois mon corps. Je me sens bien, mais je me sens lourd un peu. Lourd. Mais c'est bien d'être lourd quand même, je trouve. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te porter et personne ne peut te bouger. Ça, c'est bien. Je me suis dit, le seul problème vient de la nourriture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger moins. Et les moments où j'estimais que j'avais trop mangé, mais en fait, j'essayais de m'affamer et de ne pas manger. Imaginons le midi, j'estimais que j'avais trop mangé. Je me disais, tu manges plus jusqu'à demain. C'est le moment où j'ai commencé à avoir de plus en plus de complexes parce que justement je grandissais et je me disais mais ça c'est... et j'ai commencé un peu à pas détester mon corps mais à moins aimer certaines choses chez moi. Attends, pourquoi tu peux pas bouger ton corps dans la journée? C'est impossible. Avoir le regard des autres, ça me freine un petit peu. Les gens, on s'en fiche des gens. Je peux danser, mais je vais pas danser non plus devant 400 personnes, quoi. Je serais un peu gênée de faire ça, tu vois. C'est l'Europe, quoi. Ils sont trop fermés, les gens. Dansez. Bougez les reins, les fesses, ce que vous voulez, mais dansez. C'est trop bien de danser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dans mon monde idéal du futur, je danse et c'est juste... Il n'y a pas mon corps d'un côté et je de l'autre, quoi. Ce serait une seule chose qui bouge, quoi. Je serais juste une chose qui bouge. Voilà. Moi, j'aime bien mon corps. J'ai pas de problème avec ça. Je trouve même que c'est une qualité. Voilà. J'arrive quelque part, tout le monde sait que je suis là. C'est une fierté, j'aime bien. Oui, moi, je trouve que c'est une fierté. Il faut que je reste humble quand même, comme ma mère me dit à chaque fois, reste humble. Mais moi, j'aime bien mon corps. Partout où j'y vais, les gens disent, ah, mais oui, il est grand, lui. Ça a changé, mais ça n'a jamais été très, très important pour moi. Comme j'ai jamais eu de problème particulier, ni de complexe particulier, ni de... Ça a toujours été...
les gars, Alors moi je drague pas, donc déjà c'est voilà. Ouais, je sais. Moi, je drague pas, genre non plus en mode. Moi, personnellement, je drague pas vraiment. Je m'attendais à cette question. Faut être assez subtil. Une fille, on était potes, elle était super sympa, on faisait route ensemble, à chaque fois je la raccompagnais chez elle. Et c'était pitoyable parce que j'avais dit, genre on était sur la route, ça faisait plusieurs jours que je me disais, oh, je suis peut-être amoureux d'elle et tout. Et sur la route, on commence à partir et je fais, je sais plus ce que je lui dis, je crois que je lui dis, genre, je t'aime. D'un coup, comme ça. C'est si nul. De raconter comme ça, c'est horrible. C'était nul, c'était vraiment très pourri. Et genre, on était à 10 mètres au moins de l'un de l'autre pour se dire ça. Et j'étais en mode, pourquoi maintenant? Pourquoi Et je suis reparti dans l'autre sens alors qu'elle est rentrée chez elle. Bref. On dit, enfin, les gens aujourd'hui, ils disent, il doit me cheb, ça veut dire, il doit me brancher. Ça veut dire, il doit me faire la cour, tu vois. Moi, j'aime bien aller directement vers les gens. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est facile. Si la personne dit non, comme ça, tu peux partir, tu peux passer à autre chose. Moi, je vais danser avec mes copines, mais je vais faire en sorte que ce soit moi qui soit le plus visible. C'est tout un truc, savoir se placer, savoir vous regarder, après tu tournes la tête pour qu'après lui il te regarde. C'est que des petits jeux de... tout est calculé. Bah, du coup, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup pour tout le monde, surtout pour les gens timides. Mais c'est assez facile de répondre à une story, par exemple. Et j'ai cet exemple de, par exemple, une fille qui met une photo en story. Et imagine, il y a elle, et derrière, je sais pas, il y a la maison avec des fenêtres. Bah, tu vas répondre, tu vas dire, putain, c'est quoi la rêve de la fenêtre, s'il te plaît? Parce que... Bon, apparemment, cette technique, elle marche super bien. Je pense que on est très dans la reproduction d'images, de comportements, de stratégies. C'est difficile d'être naturel. Ouais, je pense qu'on drague d'une façon assez peu naturelle. Je pense qu'on est hyper compliqué à cerner. Hein. Je trouve qu'on est un peu bête. On se préoccupe pas vraiment de... J'ai l'impression qu'on se préoccupe de moins en moins de choses. On se laisse porter par ce qui vient. On ne pense pas par soi-même. Je trouve qu'on est un peu flemmard. Et en fait, il y a deux aspects, parce qu'il y a des gens de mon âge qui sont très très engagés, très ambitieux, qui veulent changer le monde. Et puis à côté, quand même, la majorité, ça reste des gens qui se laissent porter et qui savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas trop d'opinion, qui attendent que ça se passe, qui sont un peu résiliés. Par exemple, là ça me vient, c'est toute la question de l'écologie et tout, puisqu'on nous en parle sans cesse. Il y a des gens ils s'en foutent un peu, hein. Ou alors ils font semblant qu'ils sont engagés, comme un peu une mode. Je trouve qu'on est mou. Je sais que ma mère, par exemple, à son travail, quand elle travaille avec des jeunes, il y a une chose qui ressort et qui me fout en rogne, c'est que dans ma génération, les jeunes ne savent pas travailler. Et je pense que c'est parce qu'elle est confrontée à un métier qui est très dur, qui nécessite beaucoup de travail. Mais
pour moi, c'est pas forcément des jeunes qui veulent pas travailler, c'est que les jeunes auxquels elle est confrontée, c'est des jeunes qui n'ont pas été aidés plus tôt. Et la plupart du temps, c'est pas des personnes qui font ce métier par choix, c'est des personnes qui font ce métier parce qu'il faut un loyer. Ma mère, quand elle a commencé son travail, c'est parce qu'elle avait besoin d'argent. Finalement, heureusement pour elle, elle a adoré ce métier, elle a arrêté ses études et aujourd'hui, elle le fait encore. Mais c'est pas le cas de tout le monde, encore moins aujourd'hui où on est perdu dans un amas de... Enfin, moi, par exemple, je sais que si j'écoutais tout le monde autour de moi, je ferais aucun métier. J'ai l'impression que personne s'épanouit dans son métier. Attends, je suis en train de réfléchir. Nous, on a grandi aussi avec la période Covid, donc la période de confinement. Alors moi, je sais que j'ai adoré le confinement. J'ai adoré être chez moi, pas aller en cours, faire semblant d'écouter les cours sur Discord, mais dormir. Et en même temps, j'écoutais pas les cours, mais en même temps, le confinement, j'en avais rien à foutre. Pour moi, il n'y avait juste pas l'école. Je sortais quand même, j'allais voir mes potes et on se posait dans des spots secrets, soit dans des grands parcs, soit dans les marches qui vont du rond-point à Génère. Enfin, pour ceux qui voient, il y a des grandes marches. Donc ça a quand même été une période bénéfique, parce que ça m'a permis de me retrouver seule avec moi-même finalement, et de me confronter à des choses que je ne voulais pas confronter jusqu'ici, que je n'avais pas pris le temps de faire. Donc le confinement, quelque part, il a peut-être été bénéfique pour moi, même si je n'oublie pas que ça a été quand même dans un contexte de millions de morts, quoi. Genre, j'aurais pu me passer des millions de morts pour me retrouver face à moi-même, ça c'est clair. Mais on avait un peu l'impression qu'on était un peu en mode apocalypse zombie, ou je sais pas, il fallait pas sortir. Mais en vrai, moi, je l'ai bien vécu, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime pas trop sortir. Donc moi, ça me dérangeait pas de rester juste chez moi et de faire mes devoirs juste chez moi. Je restais à fond sur les cours. Je voulais me trouver un but, donc voilà. C'est pas ouf, quoi. Moi, j'étais très bonne scolairement, mais je suis pas sûre que ça m'ait appris grand-chose de la vie, en fait. Alors que c'est un peu un système qui encourage... dit que si tu réussis là, tu réussis tout, quoi. C'est pas vrai, en fait. Ça n'apprend pas grand-chose de la réalité. C'est très déconnecté du réel, je trouve. Nous, à l'école, on n'a pas eu de cours sur, je sais pas, l'estime de soi. Je n'ai pas d'autres exemples, en fait, mais l'estime de soi, le fait de se comporter avec les gens. Ouais, ça nous apprend pas à réfléchir. Ou plutôt, ça nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes. Ça nous apprend à comprendre comment est-ce qu'on veut qu'on réfléchisse et à satisfaire les attentes de l'institution, du corps enseignant, de la consigne. Enfin, on apprend à réfléchir pour la consigne, mais pas à réfléchir par nous-mêmes. Demander à un enfant de faire du 8h, 17h, d'ensuite d'aller faire une activité extrascolaire, d'ensuite faire ses devoirs et devoir se coucher tôt, devoir dormir au moins 8 heures. Enfin, au bout d'un moment, ce n'est pas un système viable et je peux comprendre qu'il y en ait plein qui décrochent. Moi, j'ai eu la chance de correspondre à Scarcan, mais je sais qu'il y en a plein qui ne correspondent pas et qui se retrouvent à la fin paumés parce que peut-être pas forcément assez accompagnés. On s'occupe plus, selon moi, des personnes qui correspondent à ce qu'on attend d'eux que ceux qui n'arrivent pas à suivre. Ça nous met vachement dans la tête une mentalité de performance sur le court terme, de compétitivité. Il faut avoir fait beaucoup de choses dans sa vie, alors qu'on est censé débuter. Puis même Parcoursup, en soi, c'est quand même un système... je comprendrai jamais. Moi, j'ai pas confiance. J'ai l'impression de laisser mon avenir entre les mains d'une plateforme et puis on verra bien. C'est terrifiant, je trouve. Oui, on a de la chance ici. Les gens, ils s'en rendent même pas compte d'avoir un diplôme et même si c'est pas un boulot qu'on veut, même si c'est pas le boulot qu'on veut faire, bah, au moins on a du travail, on a de l'argent, on a quoi de se nourrir. On peut se dire tiens, je vais aller manger ça le lendemain, quoi. C'est juste ça que je trouve
cool. Concernant mon personnage, le personnage de Nicole, qui donc prononce cette phrase moi, le viol, j'y crois pas. Je pense que c'est une façon pour elle de se protéger. C'est-à-dire que, en disant elle n'y croit pas, ça ne peut pas lui arriver. Et ça ne lui est pas arrivé, et ça ne lui arrivera pas. Et comme je pense, sa façon pour elle de s'émanciper, je pense que c'est par la sexualité. Et aussi, malheureusement, en multipliant les expériences sexuelles avec des hommes, elle multiplie la probabilité qu'il puisse l'agresser. Et en refusant de croire au viol, elle empêche symboliquement aux hommes de la violer. Et je pense que, vu qu'elle rejette complètement un modèle normatif de mariage, de petite cellule familiale, et qu'elle veut l'opposer, l'inverse, la passion, l'amour, la liberté, elle se protège du danger de cette vie-là aussi, en verbalisant qu'elle ne croit pas au viol. Mais après, encore une fois, je ne sais pas ce que Bertrand Blier a voulu dire en isolant cette phrase au milieu du film. Elle était sans doute prononcée dans un contexte qu'on n'aura jamais. Et je pense que c'est important de le garder à l'esprit. C'est ça qui est galère, quoi, dans tout ça. C'est de jamais pouvoir vraiment savoir le pourquoi de tout ça, le pourquoi de se comporter d'une telle façon, de raconter tout ça, le fait que le violeur raconte tout ça comme ça, c'est ça, dans sa tête, il n'y a rien d'anormal, quoi. Moi, on voit le personnage que j'interprète. En fait, ça se finit par... son histoire, elle se finit par... j'ai vu pas mal de gens et ils faisaient des têtes très très bizarres. Mais il n'a pas eu de condamnation. Il est passé devant le commissaire, devant les policiers. Il s'en est rien suivi de spécial derrière. Il n'a pas été condamné, il n'a pas fait de prison. Enfin, en tout cas, c'est pas dit. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, on voit que... Enfin, on le voit, en fait. On en parle sur les réseaux sociaux, on en parle à la télé. Et en fait, c'est des choses qu'on sait, mais les gens, ils sont pas... En fait, les peines, elles sont pas énormes pour ces gens-là. Mais je pense que, quand même, il y a ce truc un peu paradoxal, bizarre, où elle parle de ses relations sexuelles avec énormément de distance à son corps, à la situation, comme si ça lui arrivait pas vraiment à elle. Et oui, le sexe, ça devient quelque chose qui... Enfin, à un moment, elle dit, ça se passe quelquefois bien, oui. Elle en parle d'une façon un peu désincarnée dans le film. Moi, je la vois pas en mode ah non, le viol, ça n'existe pas. Je la vois comme une victime de sa société, en fait. Et elle en a pas conscience, en fait. Moi, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui a même pas conscience qu'elle fait partie des victimes de cette société-là. Et elle essaye de se détacher de ça justement
en, en, en exprimant qu'elle elle est libérée, qu'elle fait ce qu'elle veut, que voilà, elle a le nombre de conquêtes qu'elle a et que voilà, elle s'en satisfait, enfin, elle s'en fout, elle assume. Ouais, pour moi, en fait, c'est vraiment la société qui pense ça et qui lui a toujours répété ça, et que pour elle, comme c'est la société qui le dit, bah c'est ça en fait. Peut-être mes grands-parents qui sont plus de cette époque, en 1963, ils avaient 13 et 12 ans. Je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de cette problématique avec eux comme la société l'entend maintenant, parce qu'eux, ils ont encore la culture du viol, elle est quand même encore ancrée dans leur tête, quoi. Donc je pense que c'est un truc générationnel. Et aujourd'hui, on a les moyens de se rendre compte de ce que c'est, et on peut le combattre. Donc je pense que c'est aussi intéressant de montrer qu'à l'époque, on en pensait ça, on en disait ça, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit? C'est important que vous voyiez plus loin que ce qu'on est en train de raconter. Parce que ce qu'on est en train de raconter, c'est ce qu'on vit, c'est la société dans laquelle on vit, c'est nous en tant que jeunes de 14 à 23 ans. 14, bon, peu importe, mais voilà, c'est le futur et c'est comment nous on perçoit les choses aussi. Donc c'est... Et puis que vous voyez aussi ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Ça vous vous rendiez compte de où on en est aujourd'hui et le chemin qu'on a encore à parcourir et qu'on a déjà parcouru. J'ai envie de leur dire que être jeune, ça implique beaucoup de choses et que faudrait que les adultes ils soient un peu plus indulgents avec la jeunesse parce que eux aussi ils ont été jeunes. J'espère que vous avez compris des choses, que vous vous êtes posé des questions, parce que en soi, il y a 60 ans qui s'est passé, mais la question c'est peut-être de se demander qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué et comment on est maintenant, est-ce qu'on a fait mieux, est-ce qu'on a fait pire. En tout cas, même si vous ne sortez pas avec des réponses, sortez avec des interrogations. Je sais pas. De mettre de la crème solaire, pas attraper des coups de soleil. J'ai jamais vraiment aimé mes cheveux. Les cheveux, c'est un conflit total. Avec mes cheveux naturels, c'est...
Alors, avec mes cheveux. Je sais que quand j'étais petite, je vais pas dire que j'aimais pas mes cheveux, j'ai jamais eu ce truc de j'aime pas mes cheveux, mais c'est vrai que quand tu as les cheveux crépus, bouclés, bah, tu vas avoir des remarques, mais c'est pas forcément des remarques méchantes, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire ah tes cheveux ils sont drôles, ou ils vont vouloir toucher tes cheveux et tout. Mes cheveux, ils ont subi beaucoup de produits chimiques. J'aime beaucoup me couper les cheveux au carré, avoir ma petite frange, j'adore ça. C'est une histoire de guerre. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est chiant de peigner les cheveux crépus. Ça fait mal. Tu cries, tu fais des cris comme si on est en train de te taper. Enfin, c'est C'est chiant à entretenir. Moi, je veux dire la vérité, c'est chiant à entretenir. Des fois, tu te fais une séance bras juste en voulant t'attacher les cheveux. Parce que j'ai remarqué que j'ai commencé à avoir un mauvais rapport avec mes cheveux, naturels surtout, quand du coup je suis arrivée en Europe. Je ne blâme pas du tout les Européens, c'est un peu... On revient sur les idées des pensées un peu noires. Souvent, on peut se comparer beaucoup. On peut voir les filles qui ont une facilité plus à prendre soin de leurs cheveux parce que du coup, elles sont plutôt raides et lisses. Dans le cas où une personne qui a les cheveux raides, cheveux lisses, bah, si elle veut se lâcher les cheveux, c'est tout de suite beau, tu vois. Ses cheveux qui tombent, c'est beau. Alors que moi, quand je lâche mes cheveux, c'est comme ça. Je suis assez polyvalente là-dessus. Voilà, avant que je fasse cela, j'avais longue et j'avais une autre couleur, etc. etc. J'aime bien m'exprimer aussi, montrer ma personnalité aussi un peu à travers mes cheveux. Je fais toujours des cheveux qui sont un peu... ma mère, elle appelle ça des coiffures folles, un peu, parce qu'on dirait tout le temps que c'est... J'ai fait tout type de cheveux. J'ai fait les cheveux longs, j'ai fait les cheveux courts, j'ai fait les cheveux rasés. En fait, il faut me dire quand je le fais trop pousser, parce que je regarde des photos, après je me dis, mais pourquoi je laisse pousser autant? C'est moche, parce que ça me fait une sorte de... Ça me plaque les cheveux en haut, et ça me fait des bouclettes en bas. Donc... Dans mon passé, j'ai beaucoup défrisé mes cheveux, parce que ma mère, elle a essayé de m'encourager de garder les cheveux naturels, afro, en faisant des petites coiffures, etc. Mais comme je l'ai dit aussi, j'étais une enfant compliquée. Je voulais avoir des cheveux raides et pas des trucs comme ça. Là, j'ai fait une frange il y a 2 semaines, parce que j'en avais marre de mes petites... Le truc, c'est que je pense que avec le coiffeur, jamais su être assez clair. Ou alors c'est le coiffeur qui était pas clair avec les cheveux, je sais pas, mais... Donc en vrai, mes cheveux... Pas mouché une seule fois, t'as vu? J'espère que t'as pas la boutonner. Ouais, mais vraiment, je me suis